Bienvenue dans ce webinaire dédié à la rénovation énergétique du patrimoine public et on parlera d'intracting et de la démarche Citergy. Donc n'hésitez pas à nous dire via le chat si vous avez des difficultés pour nous entendre. Une assistante technique pourra vous aider. Donc nous intervenons dans le cadre du sommet virtuel pour le climat, donc un événement 100% en ligne qui est composé de 31 webconférences et d'un salon virtuel qui aura lieu jeudi avec des stands virtuels. Donc c'est un événement qui est initié et coordonné par la PCC et coporté par l'ADEME, l'ABC, la Fédération Sinov et le CEREMA. Donc vous avez les logos ci-dessous. Donc l'objectif c'est effectivement de diffuser le plus largement possible des bonnes pratiques en matière de transition énergétique et climatique avec des exemples réplicables et concrets. Donc vous avez ici l'ensemble des sponsors et partenaires du sommet qui l'ont soutenu. Donc pour information, cette conférence sera disponible en replay, donc sur le site du sommet virtuel. Vous aurez aussi un lien par mail qui vous sera envoyé. Vous pouvez poser vos questions sur le chat tout au long de la conférence et on y répondra par contre plus particulièrement à la fin, donc à partir de 10h30 dans une heure. On aura une demi-heure vraiment pour échanger. Et le support de présentation est d'ores et déjà disponible en téléchargement. Je pense au moment de votre entrée dans la salle, vous avez dû pouvoir le télécharger. Alors, donc, notre présentation sera décomposée en deux grandes parties. Donc, la première partie qui sera présentée par Karine Velez d'Indigo et avec le témoignage de Yannick Proux, directeur de la direction de l'immobilier et de la logistique de l'université Clermont-Auvergne. Donc, cette partie-là sera dédiée vraiment à l'intracting avec sa définition, etc. La deuxième partie sera concernée à une démarche un petit peu plus globale, donc la démarche Citergy illustrée sur le domaine du patrimoine public, bien sûr. Donc, je la présenterai. Donc, je suis Liane Thierry, chef de projet du bureau d'appui Citergy, donc la structure qui accompagne l'ADEME pour le déploiement du label Citergy, qui s'appelle AR. Et je serai accompagnée pour cela de la ville de Vire-Normandie, donc représentée aujourd'hui par Gilles Maloisel, l'élu en charge de la transition énergétique de la ville. Et puis Alexandre Dolchler, il y a une petite coquille sur la diapositive, responsable énergie, environnement et mobilité. Voilà. Je vais donc passer la parole à Karine pour commencer donc, cette intervention sur l'intracting. Oui, donc bonjour à tous. Donc Karine Velez du bureau d'études Indigo. Donc rapidement pour nous présenter, nous sommes un bureau d'études en ingénierie dans le domaine du développement durable. Nous intervenons comme maîtrise d'œuvre ou assistant maîtrise d'ouvrage sur des missions qui font appel à différentes compétences donc sur les déchets, la mobilité, l'aménagement du territoire, mais aussi comme c'est le cas dans la mission qu'on vous présente, dans le domaine du bâtiment durable, de l'énergie et du climat. Donc je vais commencer par introduire ce retour d'expérience sur l'université de Clermont-Auvergne, tout d'abord par un rappel de ce qu'est l'intracting. Donc, il s'agit d'un dispositif de financement d'actions d'efficacité énergétique. Il se matérialise notamment par un fonds interne à un établissement qui soit abondé en totalité par lui-même ou soit abondé avec l'aide également d'un tiers comme la Caisse des dépôts. Donc, il prend la forme d'une convention interne avec les différents services de la structure, services énergie, exploitation, finance, ou d'une convention avec un tiers comme la Caisse des dépôts. Donc, les actions, en fait, peuvent être des opérations de travaux, de fourniture, de services ou une combinaison des trois, avec une particularité, c'est que le temps de retour sur investissement doit être inférieur à 10 ans. Donc c'est un dispositif virtueux, donc on le voit sur le schéma. Donc on dispose d'un fonds interne qui va permettre d'investir dans des actions de réduction des consommations d'énergie, qui très rapidement vont générer des gains économiques qui vont être réinvestis dans le fonds, qui va pouvoir justement
réinvestir, qui va permettre de réinvestir dans des actions d'amélioration énergétique et de rembourser éventuellement l'emprunt. Donc la particularité de ce dispositif, c'est qu'il nécessite en fait de sanctuariser les économies en créant notamment une ligne de comptabilité analytique allouée, enfin dédiée directement à la performance énergétique. Donc les composantes d'un projet d'Intracting, donc en 4 points pour résumer. Donc un programme de travaux d'action d'amélioration énergétique, donc un bouquet travaux, avec une estimation des baisses de consommation prévisionnelles et puis également un calcul des gains économiques. Donc un point important, c'est que il nécessite l'instrumentation justement pour définir les consommations de référence et également les consommations après action, de manière justement à pouvoir estimer les gains. Et enfin, il nécessite donc que les économies effectuées soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le budget de fonctionnement sont sanctuarisées dans le fonds interne pour rembourser l'investissement initial et alimenter le fonds. Donc les avantages sont tous les cités. Ce qu'on peut retenir, c'est que c'est une simple convention interne, en fait, qui du coup ne dispense de risques contractuels. Autre point important également, c'est qu'il permet de générer des économies rapides, faciles, dont le maître d'ouvrage est pleinement bénéficiaire. Donc les limites et les points de vigilance. Donc comme on l'a vu, ce sont des interventions avec des temps de retour très courts, qui ne remplacent pas l'investissement dans la rénovation énergétique lourde, avec par exemple rénovation de l'enveloppe et des systèmes, et qui ne remplacent pas non plus la gestion de patrimoine, qui nécessite, et ça c'est une condition, de disposer en interne d'un économe de flux ou d'un service d'efficacité énergétique qui va contrôler les économies d'énergie et les flux financiers. Et enfin, donc, il est nécessaire de garantir la sanctuarisation du fonds dans le temps. Donc, après ces généralités sur l'Intracting, donc je passe à la démarche qui a été mise en œuvre donc, à l'Université de Clermont, Auvergne. Donc, juste pour introduire le contexte, donc l'université de Clermont-Auvergne a été engagée dans une démarche de progrès qui visait à réduire les émissions de gaz à effet de serre et sa consommation d'énergie à horizon 2030. Il nous a missionné en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage développement durable pour l'éco-campus du CESO, qui fait partie donc de l'UCA, en 2014-2015, qui consistait à définir un plan d'action multithématique sur les déchets, la mobilité, l'eau et l'énergie. Et en fait, c'est sur ce volet énergie que notre mission a évolué vers l'intégration, enfin la définition d'un bouquet de travaux dans un cadre d'e-tracting, puisque l'université avait été contactée par la Caisse des dépôts pour justement expérimenter ce dispositif. Donc à l'issue de cette mission, nous avons défini un bouquet de travaux pour une première phase de travaux. Et aujourd'hui, donc, nous sommes missionnés pour une deuxième mission pour établir la deuxième phase de travaux. Donc en 2019, c'est en cours pour la continuité donc de la démarche d'Intracting. Alors, l'université de Clermont-Auvergne, je pense que Monsieur Proux, qui témoignera par la suite, en parlera mieux que moi, mais dans les grandes lignes, donc c'est 35 000 étudiants, 350 000 mètres carrés de locaux répartis sur 6 sites, donc un patrimoine conséquent. Donc le périmètre d'Intracting, c'est centré sur le campus des CESO. Donc comme on le voit sur la photo, c'est le plus gros site universitaire donc de l'UCA. Il y a d'autres petits sites, mais qui sont moins représentatifs et plus axés sur le centre-ville. Donc le campus des CESO, donc
qui est représenté ici, est composé de 106 bâtiments qui intègrent en fait 8 types d'établissements appartenant à l'université, aux CRUS, à des écoles, à des instituts. C'est un patrimoine en fait vieillissant puisqu'il date des années 70, 68 à 2007, qui est très énergivore avec des consommations et des dépenses notamment énergétiques de l'ordre de 2 millions d'euros par an. Donc, désolé pour le temps de latence. Donc le périmètre en fait, enfin d'e-tracting, donc sur ce camping de Cézo, était particulièrement adapté en fait à cette démarche, avec un îlot bien individualisé, la mutualisation d'un même réseau de chaleur, d'une même boucle haute tension, même réseau d'adduction pour l'eau et l'assainissement, et puis également un gestionnaire unique pour l'université. Donc voici les grandes étapes de la démarche. Une première étape de connaissance du patrimoine, une deuxième étape de structuration du tracting avec la définition donc du bouquet travaux, défini sur on va dire grosso modo 3 critères: un temps de retour inférieur à 10 ans, les enjeux, les priorités de l'université et le phasage temporel des actions. Une troisième étape qui est plus de l'ordre du montage de l'intracting, donc la mise au point entre l'université et la Caisse des dépôts. Et enfin, donc, l'étape 4, la mise en œuvre en 2016 des travaux et le suivi de la démarche, pour finir sur la planification donc, de la deuxième tranche de travaux, comme je l'ai dit, qui est en cours. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que je vais laisser très rapidement ensuite la place à Monsieur Proux, mais encore 2-3 diapos pour présenter la démarche. Donc, premier point, la connaissance du patrimoine qui est vraiment important, donc sur la base des diagnostics énergétiques et également d'échanges nombreux et étroits avec les services techniques de l'université pour bien comprendre les dysfonctionnements, les problématiques des bâtiments et définir en fait une classification des bâtiments qui nous permettent justement de définir, de cibler les bâtiments les plus énergivores, ceux qui pourront rentrer effectivement dans le périmètre de l'intracting et définir le type d'action à privilégier. Donc, quelques exemples du bouquet travaux, qui sera précisé ensuite dans le retour d'expérience. Donc nous sommes partis sur la réalisation de travaux d'amélioration énergétique avec un montant maximum de 2 millions d'euros. Donc la première phase de recherche de solutions d'amélioration donc mettait en évidence un besoin de travaux à hauteur de à peu près 800 000 euros, en intégrant 460 000 euros pour le recrutement d'un économe de flux, donc une des conditions, comme je l'ai précisé, ce qui permet de générer en fait des gains énergétiques prévisionnels de 3 gigawattheures, soit plus de 8% des consommations du campus des CESO, donc non négligeables. Donc je ne vais pas présenter l'ensemble des actions parce qu'elles vont être prises par la suite. Par contre, ce qui est important, je ne sais pas si on voit très bien dans le tableau, c'est justement de voir les temps de retour en fait qui sont vraiment calés entre 2 et 9 ans et pas plus. Et enfin, pour finir, dans le cadre de cette étude, donc il est important de se projeter sur 10 ans, pouvoir évaluer les gains à moyen terme. Donc nous avons fait une simulation en considérant un prêt bancaire d'1 million d'euros avec un taux d'emprunt à 3% sur 10 ans, mais qui a évolué par la suite. Monsieur Pro pourra vous en parler. Avec une réalisation des travaux d'amélioration faits en 2015, entre 2015 et 2017, considérant un prix des énergies donc sur une moyenne donc des dernières années, donc ça c'était une étude est un peu ancienne, donc la moyenne avait été prise entre 2010 et 2013, et en prenant en compte évidemment l'évolution de l'énergie, de l'électricité, de la chaleur, donc sur 10 ans.
Donc, on voit sur le graphe les gains énergétiques qui sont les barres vertes, et on voit que rapidement on fait des économies puisqu'on fait les travaux entre 2015 et 2017. Donc, on a des gains notables, hein, donc notamment entre 2015 et 2016, et qu'on arrive à la fin des travaux donc à une stabilisation de ces gains. Autre point important, c'est la courbe rouge qui montre qu'avec les investissements et le remboursement, sur 10 ans, on augmente les dépenses énergétiques de plus de 99%, alors que sans travaux, on les augmenterait de 114%. Et enfin, donc, ça permet justement d'estimer des gains cumulatifs sur 10 ans qui seraient estimés justement à peu près à 2 millions d'euros. Voilà, par le biais de ces actions. Donc, je vais laisser Monsieur Pou prendre le relais pour vous expliquer un peu plus les détails, non, un peu plus dans les détails des actions qui ont été mises en place. Merci bien, merci bien. Donc je prends le relais et je prends le relais aussi pour faire passer les diapos, j'imagine. Donc effectivement, après cette présentation un peu, alors j'allais dire théorique, mais qui était totalement indispensable pour pouvoir passer à une phase beaucoup plus opérationnelle, la réalité donc de cette expérience, elle s'est faite dans ce cadre un peu particulier qui a été généré en fait par un souhait de la Caisse des dépôts à expérimenter en fait ce modèle à la fois financier et technique auprès des universités. Donc on faisait partie des toutes premières universités qui avons essayé de mettre en œuvre en fait cette idée-là qui en réalité est déjà très opérationnelle dans beaucoup de pays européens et notamment en Allemagne à une très très haute, avec des investissements très importants. Alors pour ce qui nous concerne, l'investissement finalement s'est élevé à 1 700 000 à peu près. Donc ça c'est le fonds d'investissement qui était qui était présenté tout à l'heure par Karine, et je n'ai plus la diapo sous les yeux, donc je n'ai rien touché, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Voilà, c'est revenu. Merci. Sauf que je ne suis plus sur la bonne diapo. Alors, je vais remettre le PowerPoint. Qu'est-ce qui s'est passé? On en était donc je peux continuer de parler dans tous les cas, le temps de retrouver la bonne diapo. Ouais. Donc il s'agissait d'une expérimentation pour laquelle la Caisse des dépôts était prête à faire une avance forfaitaire remboursable de 50% d'investissement. Et notre cas particulier est que, comme ça a été présenté tout à l'heure, sur le campus des Céseaux, en réalité, il n'y a pas que l'université, il y a plein d'autres partenaires qui se sont engagés en même temps avec nous dans cette démarche-là, donc de prendre en compte les économies d'énergie générées par un bouquet de travaux que nous avons établi ensemble de façon à pouvoir ensuite mettre dans une caisse commune les économies ainsi générées. Donc le montage qui a été réalisé, c'est une convention entre la Caisse des dépôts et l'université, qui par ailleurs a été chercher des subventions de la région et de la métropole pour finaliser en fait le budget d'investissement, hein, le fonds de départ, et puis ensuite des conventions avec chaque partenaire, de l'université avec chacun des partenaires, de façon à pouvoir bien s'entendre sur les 10 prochaines années, puisque la durée de la démarche est évidemment basée sur 10 années. C'est la bonne diapo là, Yannick? Alors pas du tout, non, je suis sur la diapo d'introduction. Ah bon, moi je suis sur la diapo 21. Alors je vais essayer de la retrouver, peut-être si je le fais moi-même. Non, il ne se passe rien.
Alors, moi, je les vois défiler. Est-ce que les autres intervenants peuvent me Ah, dire je si... suis passé à la diapo 23 là, d'un seul coup. Oui, c'est à cause des temps de latence, un petit peu, oui. D'accord. Alors, je vais essayer de retourner à 22. Je vais attendre un petit peu. Oui, voilà. Parce que... Moi, j'y suis à la 22. En tout cas, mon écran à la 22 est affiché, donc je pense que les participants voient aussi la numéro 22. D'accord. Sauf que je ne l'ai pas en tête précisément. Oui. Alors, j'invite, pour libérer un petit peu de bande passante, j'invite Camille et Karine à couper leur micro, mais il me semble que c'est déjà fait. Peut-être les webcams également, on les remettra éventuellement après, pour libérer un peu de bande. Alors, je suis revenu à la 21. Donc voilà, bah, vous avez en fait le détail de ce que je vous disais, c'est-à-dire tous les partenaires présents sur le campus, dont les plus importants évidemment sont le CRUS, avec quelques milliers de mètres carrés de logements étudiants, la ville de Clermont aussi, qui a des infrastructures sportives, et une école d'ingénieurs qui s'appelle Sigma. Bon, il y a aussi le CNEP, mais qui est en fait une toute petite structure. Il n'y a pas beaucoup d'impact en fait sur les consommations générales du campus. J'essaye de passer à la diapo numéro 22. Oui, moi je la vois affichée, hein. Elle vient de m'arriver. Donc voilà, le montage, pour rentrer plus dans les détails de ce qui avait été fait à l'époque, les économies générées donc, par les travaux sont et réalisées par chaque partenaire à l'université, sont sanctuarisées dans le budget de l'université et fait l'objet évidemment d'un suivi très très particulier au sein d'ailleurs d'un comité de pilotage créé à cette occasion-là et qui regroupe l'ensemble des partenaires à minima 2 fois par an. Les économies sont évidemment calculées à partir de consommations de référence qui ont été prédéfinies avec chacun des partenaires sur l'année 2015 et en sachant, et on le reverra tout à l'heure, que l'une des premières actions essentielles évidemment à la démarche, c'est la mise en place de compteurs énergétiques sur l'ensemble des bâtiments de façon à homogénéiser la récolte de l'information, évidemment, mais aussi de façon à pouvoir éventuellement rediscuter au bout d'un certain nombre d'années de ces consommations référentes qui peuvent avoir diminué au fil du temps. En tout cas, c'est l'objectif qui évidemment est poursuivi dans la démarche. Et donc, les deux conditions essentielles ont déjà été citées par Karine tout à l'heure. Il nous fallait absolument un économe de flux dans l'équipe de la direction de l'immobilier, ce qui est le cas, et une sensibilisation qui peut être assez importante de nos amis des services financiers qui ont un petit peu de mal à avoir un budget spécifique dans lequel en fait on vient affecter de l'argent qui n'a pas été dépensé, pour faire simple. On pourra y revenir si vous voulez dans le détail après, si vous avez des questions. Donc, on va pouvoir voir maintenant dans le détail effectivement l'ensemble des bouquets de travaux tels qu'ils étaient prévus à l'origine, ceux que nous avons déjà réalisés et ceux pour lesquels on va sans doute revoir un petit peu la liste parce qu'au fil du temps, c'est un petit peu normal que les choses évoluent et qui font que effectivement Indigo réintervient pour nous aider à établir cette nouvelle liste. Alors vous voyez que toutes ces actions ne sont pas forcément très très importantes d'un point de vue financier, mais peuvent avoir un impact très fort en termes de consommation. Alors juste peut-être deux petits points qui peuvent faire sourire. D'abord, c'est la suppression du château d'eau. C'était pas du tout pour gagner en termes de consommation d'eau, mais c'était plutôt pour arrêter le château d'eau qui n'avait plus aucune utilité. Il avait été créé à une époque où l'eau qui
parvenait sur le plateau des Cézaux n'avait pas suffisamment de pression, donc le château d'eau avait été créé pour cela, ce qui n'est plus du tout le cas. Or, les pompes au pied du château d'eau étaient toujours actives, et donc en supprimant ces pompes et en supprimant du coup la fonction château d'eau, on a gagné énormément de kilowatts, mais en électricité et pas du tout en eau, évidemment. Voilà, le deuxième point, qui est très important, c'est la mise en place des compteurs communicants. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, c'est quand même le point crucial qui permet évidemment de suivre l'ensemble de la démarche depuis son démarrage jusqu'à son objectif d'une dizaine d'années. On pourra revenir là aussi si vous voulez. Évidemment, tous ces travaux-là ne concernent pas l'immobilier en tant que tel, mais étaient justement en complément d'un programme ambitieux immobilier inscrit dans le cadre du CPER 2015-2020. Et l'idée, c'était de montrer qu'on pouvait générer des économies très rapidement avec des actions très très simples, en parallèle d'actions beaucoup plus lourdes sur les bâtiments eux-mêmes qui évidemment n'ont pas du tout le même temps de retour par rapport à l'investissement. Donc dans le bouquet de travaux et sa première tranche qui a été réalisée à ce jour, voilà les investissements qui ont été le total. Vous voyez qu'en fait par rapport à ce qui était prévu, on en a dépensé un petit peu plus, dans la mesure où notamment les études de maîtrise d'œuvre ou d'accompagnement ont coûté un petit peu plus cher, et puis aussi parce que lorsqu'on prévoit un programme un peu théorique au départ, on se rend compte qu'en menant les études, quelquefois, c'est l'occasion de traiter 2 ou 3 sujets supplémentaires qui vont participer eux aussi à la baisse des consommations. Donc on ne s'est pas privé en fait de ces opportunités-là de façon à pouvoir régler, je dirais, des sujets de façon un peu plus pérenne et pas simplement sur le périmètre qu'on avait prévu à l'origine. Dans tous les cas, comme vous le voyez là, les gains qui étaient prévus de façon théorique à l'origine ont été bien supérieurs à ce que l'on attendait, puisqu'on prévoyait des gains par an de l'ordre, vous voyez, de 32 000 euros. Et en fait, dès la première année, on a atteint des économies de l'ordre de 60 000, puis de 90 000 euros dès 2017, c'est-à-dire que ça dépassait largement les calculs que nous avions faits à l'origine et qui, finalement, s'avéraient de ce point de vue-là pas aussi optimistes que la réalité. Nous le retrouvons aussi dans les consommations générales de l'électricité. Là, on est sur une courbe qui vous montre la consommation totale du campus au travers de la boucle haute tension qui traverse tout le campus. Et vous voyez déjà les impacts, et notamment sans doute dû à l'abaissement de la tension de l'éclairage public et cette fameuse suppression du château d'eau, qui montre que nous sommes déjà en dessous en termes de consommation dès la deuxième année, donc dès 2017. Alors je vais vous passer au diaporama suivant parce qu'il a été coupé en deux parce qu'il était un petit peu lourd. Donc je vous mets le diaporama suivant qui doit être ici. Voilà, je peux vous passer la prochaine diapo. Voilà, donc le bilan financier à la fin 2017 était le suivant. Les économies générées au total à l'ensemble, pour l'ensemble des partenaires, donc vous voyez l'UCA, Sigma, le Crous, donc l'ensemble des partenaires s'élevait au bout de 2 ans à déjà plus de 500 000 euros. Pour des dépenses réelles à peu près donc sur la même période 300 000 euros, et nous avions par ailleurs obtenu des recettes à la fois de l'avance remboursable de la Caisse des dépôts, en tout cas d'un premier versement, et des subventions des collectivités de 772 000. Donc au bout de 2 ans, et notamment la deuxième année, vous voyez que nous étions bien au-delà de nos espérances, et
que le montant général, enfin l'équilibre général du budget spécifique était largement positif. Alors, on peut déjà en tirer quelques enseignements très rapides et qui d'ailleurs vont alimenter notre réflexion sur la deuxième phase de travaux. C'est de faire attention évidemment au prix du kilowattheure et de pas ni le sous-estimer ni le surestimer, ce qui est en soi est déjà un petit challenge, et évidemment le prix du mètre cube d'eau qui, alors là pour le coup, nous étions trompés, on avait carrément oublié le coût de l'assainissement. Donc voilà, ça peut expliquer que dans certains cas, nous avions des décalages entre les investissements prévus et la réalité des investissements réalisés. Mais ce qu'on en retire, c'est que finalement, ce qui est intéressant, c'est la somme de l'ensemble des petits travaux. C'est pas chaque petit travaux en soi, parce que on peut évidemment faire une erreur d'appréciation au départ, mais c'est l'enveloppe totale qui va être prépondérante. Et d'ailleurs, le poids et l'intérêt des économies générées provient de l'enveloppe dans sa totalité, et non pas de chacune des petites actions qui ne font que s'ajouter les unes aux autres. Ce qu'on peut voir donc, c'est quand même qu'au final, sur cette première tranche, le résultat économique est déjà extrêmement intéressant, et qu'évidemment aussi, enfin j'allais dire grâce, c'est pas le terme, mais en tout cas du fait de l'accroissement du prix de l'énergie, les résultats n'en seront que évidemment encore plus positifs. Puis on rappelle aussi qu'évidemment, et c'est vrai non seulement pour nous vis-à-vis de la Caisse des dépôts, c'était une de ces conditions, mais c'est vrai pour n'importe quel organisme qu'il faut absolument sanctuariser budgétairement l'opération de façon à être extrêmement précis sur à la fois les investissements, mais aussi les économies qui sont générées grâce à ces deux investissements. Alors, il me semble qu'il y a encore au moins... Oui, nous, on a bien la diapo, on voit et après, témoignage de l'UCA. Voilà. Je n'ai pas encore moi à l'écran, mais elle va bientôt arriver. Voilà. Donc, si on poursuit évidemment notre expérience, qui est évidemment tout à fait le cas, nous sommes en discussion avec la Caisse des dépôts et tous nos partenaires sur le périmètre de cette deuxième tranche de bouquet de travaux. Comme je le disais tout à l'heure, évidemment, par rapport à la liste réalisée il y a maintenant plus de 3 ans, il peut y avoir des évolutions. L'une d'elles, très importante pour nous, ça va être l'interconnexion de certains réseaux de chauffage existants sur le plateau de Clermont-Ferrand, avec une alimentation en énergie depuis l'incinérateur de déchets. Donc vous voyez que toutes les actions qui étaient en lien avec notre chaufferie vont sans doute être revues d'une façon un peu différente, puisque nous avons maintenant cette échéance qui est extrêmement intéressante et dans laquelle nous nous sommes totalement engagés. Voilà, c'était juste pour un exemple. Évidemment, cette deuxième tranche va s'appuyer maintenant sur la réalité des consommations, et grâce à cette mise en place des compteurs communicants qui sont maintenant effectifs et avec un logiciel qui nous permet de le suivre bien évidemment à distance, et qui nous a permis d'ailleurs de repérer dès le départ des consommations totalement anormales et qui nous a du coup, par voie de conséquence, généré des économies, puisque nous avons pu stopper notamment des consommations d'eau les week-ends dans un bâtiment qui n'abrite que des amphithéâtres, qui n'est évidemment pas utilisé le week-end. Voilà, donc du coup derrière, eh bien, le suivi des consommations, les analyses, les facturations, puisque nos partenaires
font l'objet de facturation de l'ensemble de leur énergie, sont facilités par la mise en place de ce logiciel, qui s'appelle eManager et sur lequel nous sommes encore en phase d'appropriation, mais je pense qu'en fait, on a maintenant à disposition un outil de tout à fait intéressant. Voilà, je pense que j'en ai fini avec ma présentation. Très bien, merci. Je suis ouvert à toutes les questions. Voilà, donc on a déjà un certain nombre de questions que j'ai vues, mais je propose qu'on les traite comme prévu à la fin des deux parties. Comme ça, voilà, il y a peut-être des éléments aussi qui se répondent. Donc on abordera toutes les questions posées à la fin. Pas de souci. Donc on va entamer cette seconde partie de webinaire qui concerne donc le label Citergy et le témoignage de Vire Normandie. En ce qui concerne ce label, je vais d'abord juste lancer un petit sondage pour savoir si vous connaissez déjà ce label. Voilà, je vais lancer dans la partie sondage si vous souhaitez y répondre. Donc, c'est un label qui a récompensé les collectivités performantes en matière de transition énergétique et climatique. C'est un dispositif au départ européen. Il s'appelle European Energy Award et il a été décliné en France depuis une dizaine d'années sous le nom de Citergy. Donc c'est un outil qui va être en fait au service de politiques déjà engagées, par exemple donc un PCAET, plan climat et énergie territoriale, ou d'une démarche TEPOS ou d'un engagement dans la Convention des maires. Il vient un petit peu appuyer, outiller les collectivités qui s'engagent sur ces questions-là. Pour que le dispositif soit assez entraînant, attractif, donc il y a une labellisation à la clé, mais l'idée c'est effectivement surtout une démarche d'amélioration continue avec différentes marches, avec 3 niveaux comme vous le voyez ici, le niveau Cap Citergy, Citergy et Citergy Gold, qui représentent en fait chacun un certain score de réalisation, d'action par rapport à un référentiel. Donc la cible de ce label en France, c'est les intercommunalités à fiscalité propre et les communes. Donc voilà les collectivités en démarche actuellement, elles sont près de 200, je pense que c'était en juillet, donc ça a encore augmenté depuis. Ça représente à peu près 32% de la population française, donc ça commence quand même, on est à un tiers quasiment de population couverte. Et ici, on est réparti à peu près le double de PCI par rapport au nombre de communes dans la démarche, EPCI, établissement public de coopération intercommunale, puisqu'effectivement, les EPCI, ce sont ceux qui sont obligés PCAET, donc c'est une motivation supplémentaire pour entrer dans Citergy, mais comme on verra, là on a le témoignage de Vire Normandie, qui est donc une commune nouvelle. Du coup, voilà, c'est un dispositif qui est bien sûr aussi très pertinent pour les communes. Donc la démarche, rapidement, c'est une démarche qui est volontaire, on n'est pas sur un outil obligatoire, réglementaire, donc il faut effectivement une volonté politique au départ, une organisation de la collectivité en mode projet, donc il faut qu'il y ait un comité de pilotage transversal qui s'occupe de cette démarche Citergy ou qui s'occupe de manière générale de la démarche énergétique. Au niveau politique, il faut un groupe de travail technique, opérationnel, et un chef de projet, et également un élu référent. On a M. Maloisel pour Vire Normandie qui nous parlera tout à l'heure. Ensuite, la roue que vous voyez qui présente les différentes étapes. Donc l'étape 1, c'est l'état des lieux détaillé. Donc cet état des lieux est réalisé par un conseiller Citergy qui est un bureau d'études externe, une personne formée par l'ADEME au label et qui vient dans la collectivité poser des questions, mener des ateliers de travail pour établir vraiment les forces et les faiblesses de la collectivité, établir toutes sortes de graphiques, voilà, qui va présenter dans les domaines du label, vous voyez la toile d'araignée ici, ce que la collectivité a déjà réalisé, donc c'est la courbe que vous voyez en rouge,
et ce qu'elle a planifié, donc comment elle prévoit de faire améliorer son score dans les différents domaines du label. Donc il y a 6 domaines que je présenterai après. Donc une fois qu'on a fait cet état des lieux détaillé, l'étape 1, on passe à l'étape 2 qui va être la définition de la politique climat, air, énergie. Donc bien sûr, cette politique, elle est établie au regard des faiblesses. On vient essayer de pallier les manques qui ont été identifiés. Ensuite, selon du coup le score qu'on a atteint, soit il va falloir mettre un petit peu en œuvre le plan d'action pour pouvoir être labellisé, ce serait l'étape 3. Sinon, on peut directement être labellisé et ensuite progresser après la labellisation. Donc ça dépend un petit peu du score qu'on obtient à l'issue des phases 1 et 2. La labellisation, qui est l'étape 4, donc, est obtenue pour 4 ans. Donc le label, c'est pas quelque chose de permanent, hein, c'est l'objectif d'avoir vraiment un suivi dans le temps et une remise en cause possible. Et donc tous les 4 ans, il faut refaire ce processus pour savoir quel est le score qu'on a atteint, si on l'a maintenu ou si on a progressé. Au moment de la labellisation, il y a un audit externe qui a lieu, donc avec une autre personne que le conseil Citergy, encore une tierce personne, qui va venir là vraiment ponctuellement vérifier la notation et permettre de valider le travail qui a été réalisé. Donc, je vous parlais du référentiel d'action. Donc, il y a 60 actions dans le référentiel Citergy, réparties dans 6 domaines. Donc, vous pouvez voir tout le détail sur le site internet du label qui est affiché ici. Et là, bien sûr, on va s'intéresser surtout au domaine 2 du label, qui est le domaine qui traite du patrimoine de la collectivité. Donc, ses propres bâtiments, également son éclairage public et l'eau dans les bâtiments. Donc, pour entrer dans le détail des actions du domaine 2, hein, il y en a 10. Ça représente en tout 13% des points du référentiel. Hein. Le référentiel, au total, comporte 500 points, donc répartis dans les 60 actions. Et les actions du domaine 2 représentent donc 13% de ces points. On a, on va dire, 3 gros paquets d'actions. Donc, la collectivité doit se pencher et être performante en matière de comptabilité énergétique et de stratégie patrimoniale. Ce sont notamment les 2 premières actions. Ensuite, toutes les actions qui commencent par 2.2, donc de 2.2.1 jusqu'à 2.2.5, ce sont des actions qui vont vraiment regarder les performances des bâtiments. On est sur des actions qui regardent des indicateurs chiffrés, notamment. Bien sûr, un indicateur de consommation énergétique par habitant, par mètre carré, qui regarde la part de bâtiments de classe A et B, la part de bâtiments au contraire énergivores. Voilà, il y a toute une batterie d'indicateurs qui vont permettre d'attribuer ou non des points à la collectivité en fonction de ses performances. Et puis ensuite, les deux dernières mesures, 2.3.1, 2.3.2, c'est des mesures sur l'éclairage public et sur l'eau. Voilà, donc c'était tout pour une présentation rapide du label. Je vais passer la parole maintenant à Vire Normandie et ces deux témoins. Bonjour. Bonjour. Alors juste pour se remettre dans le contexte, j'espère que vous m'entendez bien. Oui, bon. Très bien. Bien. En ce qui nous concerne. Donc pour nous, ça a été un exercice puisqu'on a créé une commune nouvelle, donc avec la fusion de 8 communes, dont une ville-centre, pour avoir aujourd'hui 18 000 habitants. Et nous sommes placés en confins des 3 départements, la Manche, l'Orne et le Calvados, et assez proche du Mont-Saint-Michel et des plages du débarquement. Donc, Vire s'était engagé dans la démarche Citergy très tôt. Hein. En 2013, on a eu une labellisation à 51% et pour être renouvelé à 56%. Donc, on a progressé. La nouvelle réorganisation territoriale. Alors, juste pour faire très simple et pour aller à l'essentiel, et je passerai la main à Alexandre, c'est que Citergy nous a permis, effectivement, dans tous les domaines de compétences,
d'avoir des bureaux d'études externes et effectivement auprès des élus et du comité de pilotage, d'avoir un très bon diagnostic et d'inscrire dans la durée des montants d'investissement, et je dirais qu'ils passent d'un montant à l'autre. Donc il y a vraiment une continuité continue dans tous les domaines de compétences. Oui, donc ça permet d'avoir une crédibilité au niveau des financeurs quand on est inscrit dans une démarche comme Citergy, puisque c'est vraiment une démarche structurante pour la collectivité, puisqu'elle balaye les 6 domaines d'action que vous a présenté Yann Thierry juste avant. Donc voilà, on est très bien vu des financeurs parce qu'on est doté justement d'un plan d'action qu'on essaie de suivre le plus possible. Alors effectivement, concernant les actions, on a été très vite impliqué dans l'habitat avec un PLU bien sûr, mais un PLH qui avait ciblé déjà les points à mettre en amélioration sur l'ensemble du patrimoine, et donc avec une opération programmée d'habitat très dynamique. On a eu dans une première volée, plus de 6 millions d'euros d'investissement, et avec une dynamique très très forte sur les bailleurs sociaux et également sur les propriétaires pour effectivement donner une impulsion sur la vacance des logements. Donc vraiment là, il y a eu un point pratiquement exemplaire. On a contractualisé avec l'ANA, et là on assure donc maintenant une deuxième opération programmée d'habitat. Oui, donc on intervient dans beaucoup de domaines. En termes de mobilité, on a par exemple des véhicules électriques à disposition de nos administrés. Donc actuellement, il y en a 4. C'est prévu qu'on en ait d'autres par la suite. On a également 30 vélos électriques. Le transport urbain a été amélioré avec des plages horaires plus importantes que la précédente DSP. Donc on essaie vraiment d'agir dans tout ce qui est intermodalité. On a également, en termes d'énergie renouvelable, des projets assez ambitieux, donc, à savoir un projet photovoltaïque de quasiment 6 hectares qui va se trouver sur le site d'une ancienne carrière en fin de vie. On a également un projet de méthanisation. Ça, je pourrais laisser Monsieur Maloisel en parler. Voilà. Alors oui, ce qui est important, donc, et très exemplaire, c'est que Vire Normandie a porté 23 appels à manifestation d'intérêt. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 40 millions d'euros d'investissement en 4 ans, avec 12 millions d'euros de subventions. Donc il y a une très très forte dynamique, et qui est due, je dirais, à la complicité des élus et des techniciens au quotidien. Donc qui nous permet d'avoir une conviction très forte au niveau des élus qui sont dans les copiles, et c'est quand même très exemplaire. Et si je peux rajouter, donc sur les 23 appels à manifestation d'intérêt ou d'appels à projet auxquels on a répondu, on a été retenu dans 100% des cas. Donc c'est surtout grâce à la démarche Citergy qu'on peut avoir ce taux ce taux important de lauréats à nos appels à projets. Oui, alors ce qui est important de dire aussi sur le fond, c'est que la méthode, elle est très carrée au niveau de Citergy, en ce sens que le diagnostic de base est très approfondi, et donc on n'a pas de difficulté à cibler vraiment les difficultés qu'on a à résoudre en termes de performance énergétique. Donc là, effectivement, on voit l'ensemble de la méthodologie qu'a fait donc notre animateur sur tous les points importants de consommation. Juste pour dire qu'on a 90 000 m² de bâtiment, et on a une dépense énergétique d'1 million d'euros, et également on s'est aperçu qu'on avait 1 million d'euros en RH, en entretien et en produits. Donc la donnée est extrêmement importante,
et très souvent, elle nous échappe. Donc, il nous oblige vraiment à centraliser le maximum de données pour rapidement se fixer des priorités. Donc là, ce que vous avez à l'écran, c'est nos performances dans le domaine 2, patrimoine de la collectivité. Donc ça date de 2017, le renouvellement de la labellisation. Donc on était à 57%. L'objectif, c'est le prochain renouvellement en 2021, essayer d'atteindre 75% au global. Donc pour essayer de s'approcher du Citergy Gold. Voilà. Alors, on a bénéficié, grâce à Citergy, d'un certain nombre de labels TEPCV. Hein. On a eu des bons retours du fait que les dossiers étaient déjà très bien préparés sur l'éclairage public. Donc, on a, je ne sais plus, 4700 points lumineux. On a dû remplacer pratiquement 40% du parc en LED. Donc, à chaque fois, dans chaque domaine de compétences, c'est un peu de l'e-tracking quelque part qu'on a déjà anticipé. C'est à partir des économies que l'on fait dans un domaine de compétences, on réinvestit dans le même domaine. Donc, il nous permet de raméliorer toujours les coûts de fonctionnement. Donc, alors, est-ce que ça marche? Alors, sur le bâti public. Voilà. Donc, notre premier schéma directeur, c'était le schéma directeur immobilier. Donc, ça nous a permis d'avoir une vision assez précise de notre patrimoine, ce qui était intéressant au niveau de la fusion, puisque Vire-Normandie est une commune nouvelle. Donc, c'est la fusion de 8 communes. Et au moment de la fusion, bah, il a fallu avoir une vision précise de notre patrimoine. Et à la suite de ce schéma directeur immobilier, on a fait aussi des audits énergétiques. Donc, on a répondu à un appel à manifestation d'intérêt là-dessus. Donc, on a ciblé les 29 bâtiments donc les plus consommateurs de la collectivité. Et on est actuellement en phase de finalisation de cette étude pour ensuite passer en phase travaux. Alors, juste un point très important qui est peut-être spécifique à l'ADEME Normandie, c'est qu'on a été en réseau. Un certain nombre de collectivités, une quinzaine de collectivités, on se rencontrait régulièrement et on a travaillé avec les techniciens, avec des logiciels et un partenaire pour effectivement avancer très très vite sur notre diagnostic et cibler et classer nos bâtiments en effectivement 4 classes, hein. Les bâtiments en rénovation urgente, les bâtiments les plus énergivores, les bâtiments externalisés. Donc ça, c'est des points extrêmement importants de la méthodologie. Et ça, on l'a fait collectivement. Et vraiment, ça a été une démarche exemplaire de l'ADEME que je remercie pour l'exemplarité. Donc, en parallèle des audits énergétiques, il y a eu une étude technico-juridique qui a été réalisée. Donc ça, c'est pour voir les montages financiers les plus adaptés à notre démarche. Et donc, on a la restitution de cela demain. Donc, demain, c'est vraiment la finalisation de l'étude. Et ensuite, l'objectif, c'est sur le prochain mandat, passer en phase travaux. Donc, on commencerait la première année par les petits travaux qui seraient financés par l'e-tracking. Et ensuite, les années suivantes, donc les plus gros travaux, les plus grosses rénovations. Alors, ce qui est très important, c'est que ce travail qui a été fait historiquement et celui d'aujourd'hui nous permet, dans le mandat qui va arriver, déjà d'inscrire dans un PPI jusqu'en 2026 au moins 600 000 € de travaux par an. J'ai passé à la diapo suivante, mais ça n'a pas l'air de fonctionner. 44, là, avec les ratios comparatifs actuellement à l'écran. Comment? On est à la diapo 44 avec les ratios comparatifs à l'écran. Ah. Ouais, nous, ça l'affiche la 42, donc... Alors. Vous pouvez mettre la 42. Et si vous voulez, si vous préférez,
Ah voilà, là c'est passé à la diapo précédente. 43, voilà. Ok. Bon, c'est bon, nous aussi. Donc voilà, on avait au total 180 bâtiments à peu près, donc ce qui représentait 90 000 m² de bâtiments. Donc on a ciblé, comme je vous disais, les plus consommateurs, donc ça représente 37 000 m², hein, quasiment 38. Donc on avait des coûts de fonctionnement importants sur ces 29 bâtiments, donc l'objectif c'était d'entreprendre des travaux d'économie d'énergie. Alors oui, parallèlement à ce qui vous est présenté sur la diapo, on travaille aussi sur le développement des réseaux de chaleur. Donc pour optimiser le maximum le réseau et d'aller vers les bâtiments les plus énergivores. Donc vous voyez, c'est un travail en simultané sur à la fois, je dirais, une partie de l'enveloppe, mais qui sera des bâtiments les plus énergivores, mais vraiment dans un temps plus long, mais effectivement, en même temps, d'avoir tous les ratios qui vous ont présentés comparatifs sur, alors, je dirais assez atypique, puisque l'ensemble de ces bâtiments les plus importants sont répartis par tiers, hein, le sport, la culture et les bâtiments administratifs. Donc là-dessus, vous avez en face des ratios énergétiques. Alors ce qui est aussi atypique et qui est un peu classique dans la France rurale, c'est que la démographie fait que nos écoles demandent d'avoir des reconversions et on l'a fait d'une façon très dynamique en faisant des reconversions sur un pôle santé. Donc ça, c'est un point important qu'on a vraiment fédéré un certain nombre de compétences et également vient d'inaugurer une ancienne école en pôle de solidarité. Donc on retrouve des actions comme la Croix-Rouge, Resto du Cœur, une instance par rapport aux réfugiés. Donc tout ce monde-là est rassemblé et donc a vraiment été exemplaire sur la méthodologie. Oui, donc la diapo 45, on en a déjà un peu parlé, donc 4 scénarios. Les actions prioritaires qui demandent peu d'investissement, tout d'abord, donc inférieur à 10 ans, donc financé par l'Intracting. Et après, on a des objectifs un peu plus ambitieux, moins 25% de consommation, objectif BBC Renault ou facteur 4. Donc cette diapo, on en a parlé également, financement par Interacting la première année, et ensuite les plus gros travaux. Donc ce sera un financement donc 100% public avec la Caisse des dépôts en appui. Voilà, là on a des caractéristiques avec un taux d'intérêt de 2%, donc 2 périodes d'abondement en avance remboursable. Donc un premier en 2020 sans doute et le second en 2024. Là. Donc le financement il s'étendrait sur une période de 10 ans. Alors, ce qui est important aussi, c'est que la prospection qui a été faite avec le bureau qui a été choisi pour l'expertise nous a fait 3 grandes classes, hein, donc les temps de retour à très court terme avec peu d'investissement. Après une phase intermédiaire sur laquelle là on est ciblé sur les bâtiments, disons avec un temps de retour à 10 ans. Et une troisième étape qui sera à réfléchir, c'est celle sur laquelle les investissements sont plus importants, avec des GER qui sont inscrits sur un temps beaucoup plus long. Donc, on a ici aussi également de présenter alors 2 exemples atypiques. On a une très grosse chaufferie de 3 mégas sur un centre aquatique et sur 500 logements. Et une deuxième qui a été réalisée en régie au niveau des espaces verts. Et là, c'est très virtuel puisque
c'est le bois qui est produit sur la ville avec tous ces espaces donc qui sont broyés une fois par an et qui sont directement sur une chaufferie in situ et qui servent aussi à nos collectivités, puisque là, on a en retour sur nos communes historiques également un certain nombre de fleurissements qui sont produits par ces espaces verts. Et effectivement, on a ici de citer un gymnase qui a été rénové et donc avec une capacité assez importante en volumétrie, mais on a des stratificateurs d'air, donc qui permet d'avoir un confort. Et le bâtiment, évidemment, a été isolé et a été remis aux normes puisqu'on avait une couverture amiantée. Juste rapidement sur les difficultés rencontrées, c'est notamment au niveau de la collecte des données, surtout les plans des bâtiments ou les années de construction. C'est pas toujours évident à retrouver. Et moi, je suis arrivé dans la collectivité il y a 1 an et demi, et c'était pile au moment des audits énergétiques, justement. Donc, mon prédécesseur était parti 6 mois avant que j'arrive, donc il y a eu un petit moment de flottement, mais qui s'est vite résorbé. Alors là, la collecte de données, comme disait Alexandre, est très juste parce qu'un schéma directeur immobilier, donc on a toutes les données à un instant T, mais après, il faut le faire vivre. Et on a aussi des difficultés de collecte de données avec des changements d'opérateurs, hein, suivant les marchés publics qui se font au niveau du département. Donc là, ça a été une des préconisations que l'on a indiquées à notre syndicat départemental d'électrification pour les bâtiments à moins de 30 kVA, de façon qu'on ait des données et dans les marchés, que ce soit une obligation de transférer au moins un historique et qu'on ait un peu de recul sur la transmission des données d'un opérateur sur l'autre. Très bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, donc nous allons passer au temps de questions-réponses. Donc il nous reste une demi-heure. Merci à tous. On a bien tenu les temps décidés ensemble. Donc je vais revenir un petit peu en arrière au niveau des questions qui ont été posées. Alors, en ce qui concerne les questions posées sur l'intracting et le témoignage de l'UCA, donc la première question posée. Alors, il y avait une petite question sur l'économe de flux. Pour 10 ans, l'économe de flux. Alors, peut-être sur la question de ce poste, est-ce qu'il est pérennisé? Voilà, si c'est quelque chose qui est pérenne à l'UCA, le poste d'économe de flux. Absolument. Bon, bah, très bien. Alors, je peux répondre rapidement. Oui, en fait, disons que ça a été l'occasion de recruter notre premier économe de flux à cette occasion-là, qui nous a quittés pour des raisons professionnelles en début de cette année. On a pris un peu de notre temps, mais nous avons bien le support économe de flux. D'ailleurs, le nouvel économe de flux est à mes côtés, là, il nous écoute. Donc, c'est de rentrer, je dirais, dans la politique RH et plus généralement dans la politique énergétique de l'établissement, que nous ayons de façon pérenne un économe de flux. Très bien. Alors ensuite une question toujours, hein, pour l'instant je suis dans la première partie, sur le suivi des consommations. Donc quelle a été l'approche par rapport au suivi? Est-ce que vous avez déjà un système de sous-comptage opérationnel ou est-ce que vous avez dû vraiment tout mettre en place à ce niveau-là? Alors, pour lancer l'expérience, nous n'avions pas suffisamment de compteurs répartis sur l'ensemble des bâtiments concernés. Et puis surtout, on avait une ribambelle de compteurs de tous âges, de toutes technologies. Donc, très certainement d'ailleurs avec des modes de comptage qui étaient un peu différents. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la première chose qu'on a faite, c'est de homogénéiser l'ensemble de notre parc de compteurs et de mettre en place des sous-comptages à cette occasion-là, de façon évidemment à avoir une base de calcul la plus
la plus complète possible. Cependant, il fallait démarrer l'expérience, enfin la démarche avant la mise en place des nouveaux compteurs. Du coup, on s'est mis d'accord avec tous nos partenaires sur la réalité des consommations basée sur un calcul sur les 3 dernières années ou 5 dernières années quand on les avait, de façon à pouvoir quand même démarrer avec des consommations référentes les plus proches possibles de la réalité. Sur cette question des compteurs, une personne nous dit qu'elle a du mal à faire fonctionner du coup les compteurs communicants sur son site. Pouvez-vous détailler la solution technique que vous avez mis en œuvre? Voilà, est-ce que c'était... si vous avez des points là-dessus. Voilà. Alors là, vous me prenez un peu... Alors en fait, c'est c'est filaire parce que nous avons en fait sur le campus des réseaux de fibres de partout. Et dans la mesure du possible, toutes les filaires passent par de la fibre. Alors, évidemment, il y a des cas spécifiques dans lesquels on est obligé de passer par des ondes radio lorsqu'il s'agit de compteurs vraiment positionnés à des endroits un peu inaccessibles au niveau filaire. Alors après, sur le détail précis de la technique utilisée, je ne serais pas bien incapable de vous répondre, mais ça peut être une question qu'on conserve et qu'on pourra répondre ultérieurement sans problème. Il y avait une question sur la sensibilisation. Je reprends. Avez-vous communiqué auprès des étudiants sur ce projet pour les sensibiliser aux enjeux environnementaux? Ah que oui, parce qu'en fait, comme vous l'avez vu, on a obtenu des résultats totalement inespérés, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Et on s'est bien gratté la tête de savoir d'où ça pouvait provenir, parce qu'on peut supposer qu'il ne s'agit pas simplement des investissements réalisés dans le cadre de travaux ultra-fines qui peuvent provoquer de telles économies. Oui, parce que lorsqu'on a monté le projet, on l'a fait en assurant en même temps, en fait, je vais dire une promotion en fait, de la démarche. Et on l'a monté avec un certain nombre de représentants de l'ensemble des composantes présents sur le campus. Et je pense que du coup, on a généré derrière aussi une sensibilisation qui allait au-delà de ce qu'on pouvait imaginer et qui a fait que bien, les bâtiments étaient souvent éteints le soir alors qu'ils n'étaient pas obligatoirement auparavant. Il y a sans doute une attention supérieure dans l'utilisation des bâtiments de la part des utilisateurs et qui a généré à l'évidence aussi un résultat positif sur nos consommations. Et à cette occasion-là, et c'était le cas d'ailleurs de la démarche qu'on avait menée avec Indigo à l'époque, nous avions évidemment impliqué l'ensemble de la communauté étudiante. Donc, il y a quand même une caractéristique, c'est qu'elle change chaque année. Donc c'est la population étudiante a fait que ça devrait nécessiter une sensibilisation en réalité annuelle, parce qu'en face de nous, on n'a pas forcément toujours les mêmes interlocuteurs. D'accord. Alors, il y avait une question précise sur une diapo que je suis en train de rechercher. J'avais... diapo 20. Alors, voilà, pouvez-vous revenir à la diapo 20, donc j'y suis, avec investissement plus remboursement, plus 99%. Alors ça, c'est une diapo de Karine. Elle va revenir oui. Vous m'entendez? Parce que je vous avais perdu, en fait. Oui, alors la question, c'était ce qui concernait plus à quoi correspondait P1. En fait, c'est l'achat d'énergie. Voilà. Et ensuite, il y avait une question sur la diapo suivante, sur une différence
Du coup, alors, pas la diapo suivante, la diapo 25. J'y vais. Est-ce que c'est la bonne diapo? Non, pas encore. Et 25, voilà. J'y suis, je ne sais pas si vous voyez tous la diapo 25. Oui. C'est bon. Donc la question posée était les gains de fluide prévus supérieurs à ceux réalisés. Pourtant, le gain financier réalisé est supérieur à celui prévu. D'où vient cette différence? Donc on a... Excusez-moi, j'ai pas bien compris la question du coup. Alors, les gains de fluide prévus Ouais. de 305 000 sont supérieurs à ceux réalisés, 230 000. Ouais. Et pourtant, le gain financier réalisé, lui, est supérieur à celui prévu. Oui, d'accord. D'où vient la différence? D'accord. Alors, on voit d'ailleurs qu'effectivement, en 2016, on était en dessous des gains prévus à 230 000 kWh ou mètres. Par contre, on les a largement dépassés en 2017. Voilà, la différence, elle est toute simple, elle est dans le coût de l'énergie. C'est-à-dire qu'évidemment, il peut y avoir eu des gains moindres en termes de consommation pure. Si le coût de l'énergie est supérieur à ce que nous avions pris en compte dans le calcul d'origine, automatiquement, on se retrouve avec quand même des économies supérieures à ce que nous attendions. Voilà, c'est juste ça. En fait, c'est la difficulté, ce que je disais tout à l'heure dans ma présentation, c'est la difficulté de prendre en compte ces évolutions potentielles de coûts. C'est pour ça qu'on parle plutôt en kilowattheure. Et la difficulté est d'essayer d'estimer en euros, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'évidemment, beaucoup de critères rentrent en ligne de jeu sur les évolutions, non seulement générales du coût de l'énergie, mais aussi les conditions d'achat de l'énergie des établissements, qui ont fait que certaines années, nos conditions d'achat étaient plus favorables que d'autres. Une question aussi sur des ratios. On voit beaucoup là de valeurs globales. Est-ce que vous avez aussi travaillé à des ratios par mètre carré ou des ratios par nombre d'étudiants, ce genre de choses? Alors oui, bien sûr, ça faisait partie de la réflexion préalable dans le cadre du schéma directeur de développement durable avec Indigo. C'était de bien apprécier, je dirais, la réalité de consommation d'un bâtiment de par son occupation et de par les activités qui s'y déroulent. C'est-à-dire qu'il y a des bâtiments qui peuvent se révéler extrêmement consommateurs, mais parce que en fait, les activités à l'intérieur sont d'ordre de recherche, et qui donc génèrent effectivement des besoins bien supérieurs à des bâtiments dans lesquels vous n'allez trouver que de l'enseignement banalisé, du coup, avec des besoins bien inférieurs. Donc, toute cette analyse, je dirais, qui croisait à la fois les consommations, mais aussi les activités, ont permis de montrer quels étaient les bâtiments qui, du coup, s'avéraient anormalement plus consommateurs enfin, on a pu hiérarchiser en fait les bâtiments d'après leur consommation et leurs activités. Alors, c'est à la fois une démarche du mètre carré, bien sûr, mais c'est pas suffisant. C'est surtout un croisement avec les activités. Très bien. Une question sur l'approvisionnement en énergie. Est-ce que vous avez travaillé sur, voilà, sur des clauses dans ces marchés? Est-ce que vous avez une part d'ENR dans vos achats d'électricité, par exemple? Oui. Oui, on a plusieurs contrats, notamment sur de l'électricité. Alors pour ce qui nous occupe là sur le tracking, c'est un contrat important puisque notre poste de livraison est le plus important de notre parc. Il nous alimente en 20 000 volts en haute tension, et c'est nous ensuite qui assurons en fait la transformation de la haute tension en basse tension par les transfos répartis sur l'ensemble du campus. Mais dans nos contrats, évidemment, que nous avons montés nous-mêmes d'ailleurs, et alors pour l'électricité, pour le gaz, on se joint avec d'autres collectivités locales pour faire un effet évidemment volume.
Mais pour l'électricité, nous avons une part d'ENR, effectivement, sur certaines livraisons, pas forcément sur le campus. Quelques questions sur la dimension plus humaine et partenariale. Donc, on a vu pour la sensibilisation des étudiants, mais au niveau du personnel, sinon, quelle est l'implication et aussi des partenaires éventuels qui ont été impliqués dans cette démarche? Alors, je pourrais partir, en fait, pour répondre le plus complètement possible, par rapport à des collègues qui auraient des missions un peu analogues. En interne à notre service, nous avons notre économe de flux qui lui-même a quelqu'un qui l'assiste, qui sont deux, et qui en fait anime le réseau de leurs collègues qui se trouvent parmi les partenaires présents sur le site, sur le campus, et qui donc constitue le comité de pilotage qui est réuni 2 fois par an. Mais c'est au travers en fait de ce comité de pilotage qu'on a pu générer cette dynamique d'utilisation d'un réseau commun, hein, parce que ça a été dit dans les diapos, hein, la particularité du campus des CISO, c'est qu'il y a un seul et unique réseau de chauffage, un seul et unique réseau haute tension d'électricité, un seul et unique réseau d'eau, et que quelque part c'est un bien commun qui n'avait pas été jusqu'à maintenant bien géré, on va dire, et bien partagé par l'ensemble des partenaires. Et Windtracking a été pour nous l'occasion vraiment de mieux partager ce bien précieux et du coup de s'inscrire dans une dynamique qui est beaucoup plus collective que ne l'était jusqu'à maintenant. Très bien. Pas sûr d'avoir répondu à la question, mais bon. C'est ma réponse. Oui, je pense globalement, oui. Très bien, on va passer à quelques questions sur... Alors, il y avait peut-être une dernière question qui vous concernait. Ah non, ça doit être peut-être déjà sur la suite. Alors, pour le label Citergy, quelques questions donc, sur les bénéfices particuliers à être certifiés ou est-ce que c'est simplement honorifique? Donc, je dirais qu'il y a des bénéfices et je pense que la ville de Vire-Normandie les a bien présentés, c'est-à-dire que même si le fait en tant que tel d'être labellisé ne déclenche pas immédiatement de subventions ou autre, c'est vrai que c'est une reconnaissance et on a aussi une structuration qui permet de répondre à des appels à manifestation d'intérêt, etc., qui finalement, il en découle parfois des subventions, des accompagnements techniques, etc. C'est bien l'idée que vous aviez présentée. Alors, il faut activer votre micro, on ne vous entend pas. Voilà, je vais juste préciser que c'est quand même au niveau du territoire une belle image. Alors, lorsqu'on a le label CIRG, c'est identifié à l'entrée de nos collectivités. Et donc, en termes de communication, on essaye de faire un peu d'événementiel. Donc, au travers, par exemple, d'une journée de la mobilité, également des visites de bâtiments rénovés. Donc là, on s'appuie effectivement sur... Et là, on va entrer dans un autre événementiel au printemps. Donc, on essaie de s'inscrire et quelque part sur un plan territorial, Vire, on connaît son label et on essaye. Alors, c'est peut-être notre point faible. On a beaucoup d'actions, mais la mise en réseau est quand même très importante par rapport aux différentes collectivités. Mais c'est surtout la communication, c'est un point sur lequel on a beaucoup d'efforts à faire parce que c'est la communication transversale à travers de tous les services. Hein, vous imaginez, on est 300, pratiquement 400 agents. Donc, très récemment, on a une action sur le papier recyclé sur l'ensemble des services. Donc, il faut l'expliquer vraiment et trouver une méthode pour le faire. Et donc, à la fois pour sensibiliser les élus et tous les agents des services. Et là, on a eu l'unanimité. Donc, ça, c'est une action parmi tant d'autres. Mais on a un travail de communication transversale, en communication citoyenne aussi à améliorer. Donc, ça, c'est des points sur lesquels on va s'attacher
dans les mois à venir. Oui, je peux rajouter que je pense que c'est pas du tout une démarche simplement honorifique, parce que par exemple, si on a été labellisé territoire à énergie positive pour la croissance verte, c'est parce qu'on était intégré dans la démarche Citergy. Et c'est valable aussi pour tous les appels à manifestation d'intérêt et les appels à projets lancés par l'ADEME. On a été lauréat grâce à Citergy. Et après, ça découle les subventions qui vont avec ces appels à projets-là. Il y avait des questions sur les coûts, donc les coûts de l'intervention d'un conseiller Citergy, le coût ensuite de l'audit en phase de labellisation. Donc, alors moi, au niveau national, hein, j'ai un coût moyen qu'on annonce, qui a été calculé sur toutes les collectivités, autour de 31 000 euros. Donc, pour les 4 ans du dispositif, hein, donc, qui inclut l'état des lieux initial, l'aide du conseiller pendant la planification, la construction de la planification, la phase de labellisation et le suivi annuel, hein, parce qu'il y a du suivi annuel par le conseiller. Voilà, après, ça varie selon effectivement les collectivités, plus ou moins grosses, avec un historique plus ou moins avancé. C'est vrai que le travail du conseiller ne sera pas le même et du coup, sa prestation pourra être à un prix différent, sachant que c'est subventionné par l'ADEME hein, à hauteur de 70% environ. Sur l'audit, oui, juste pour préciser, là, on est en cours de mettre en place un schéma directeur vélo. Et donc, vous voyez, c'est inscrit dans toutes nos actions et ça nous oblige effectivement, dans le calendrier, à être exigeants par rapport à nous-mêmes. Et en plus, il y a un travail de partenariat qui est très important parce que on a fait sur une route nouvelle une CVCB, hein, c'est-à-dire une voie partagée. Et donc, c'est des accords avec le CEREMA et donc tous ces partenaires-là permettent qu'on avance et qu'on donne une continuité à la fois sur un plan théorique, mais sur un plan pratique, sur des réalisations concrètes dans quelque chose qui est quand même assez complexe. Mais Synergie, c'est vraiment le catalyseur de toutes ces actions-là et sur la réalisation qu'on peut mettre en place dans un temps relativement court. Il y avait, je crois, une question sur qu'est-ce qu'un appel à manifestation d'intérêt. Donc, par exemple, si on prend le vélo, il y a d'abord eu le gouvernement qui a lancé son plan vélo en septembre 2018 et a découlé de ce plan vélo du gouvernement un appel à manifestation d'intérêt de l'ADEME auquel on a répondu et cet appel à manifestation d'intérêt, il permet de se doter d'une aide donc d'un assistant à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation d'une stratégie de développement des aménagements cyclables. Donc c'est un peu ça dans chaque domaine, les appels à manifestation d'intérêt. Oui, et on a été reconnu par le ministère de l'Environnement au titre du projet Fresh Mobility, donc entre autres qui nous a permis de réfléchir sur l'avenir de la gare SNCF Paris-Granville. Donc on a une gare dont nous, on reprend les agents dans un premier temps, hein, sans ça il n'y avait pas de solution. Et donc ce qui va nous permettre de faire un pôle d'intermodalité à la fois ferré de l'ensemble de nos réseaux de transport urbain et également de mettre en connexion le schéma directeur vélo. Donc tout ça, c'est une logique de mobilité et qui nous fait que les appels à manifestation d'intérêt sont un vecteur de réalisation de tous ces projets-là. Donc il faut fédérer et on est là ensemble pour le faire. Je remercie les techniciens qui font un travail de qualité sur lequel on a une concrétisation de nos projets et qui a valeur d'expérience et qui pilote sur le territoire. Et donc, je donnerai juste un point d'interconnexion. Vire-Normandie est dans une EPCI à 50 000 habitants, et comme tous les EPCI rurales, ils sont extrêmement grandes dans leur espace, mais il faut que la locomotive soit en ordre de marche. Et je pense que nous, Vire-Normandie, avec le label, ça nous permet effectivement d'avoir cette dynamique.
Donc juste pour préciser par rapport au coût encore, donc la partie audit est prise en charge par l'ADEME, hein, donc il n'y a pas de frais supplémentaires pour la collectivité pour l'audit France. Après au niveau Gold, pour un audit Gold qui est fait aussi par un auditeur qui vient d'un autre pays, là il y a des frais de l'ordre de 4 ou 5 000 euros je crois, mais pour la plupart des audits qui sont réalisés, donc les audits nationaux, il n'y a pas de coût supplémentaire. Il y avait une question sur les difficultés éventuelles que vous avez rencontrées pour mettre en place le label et la démarche de manière générale dans votre collectivité. On avait l'avantage historiquement, c'est que Camille, qui est auprès de nous, Camille Lemaitre, avait, avec un élu qui était déjà chef d'entreprise et qui était dans le milieu de la fabrique de compteurs, donc était quelqu'un de très averti et innovant sur l'énergie, donc d'avoir cette avancée qui nous a permis que nous, on reprenne dans la continuité avec les mêmes équipes de techniciens. C'est important aussi. Si on veut faire un travail dans la durée, il faut qu'il y ait un travail de confiance et un travail, je dirais, avec pas trop de changements d'équipe parce que à chaque fois, il faut se remettre dans le bain. Et nous, cet avantage-là, qu'on a une continuité d'élus, de techniciens, ça, c'est un point important et que dans le pôle mobilité, il y a quand même une équipe minimum de 3 personnes, ce qui donne du sens et avec les élus soient aussi en relation très proche avec le service financier et arrivent aussi à s'imposer sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que le service financier soit conscient que l'on fait des économies. Et donc ça, c'est un point important. Nous, c'est un argument fort pour effectivement se pencher sur les investissements publics. Oui, d'ailleurs, il y a une question là-dessus. Comment le service finance a pu considérer les non-dépenses d'énergie comme des recettes sur la ligne budgétaire Intracting? Et cette question a été aussi reposée à plusieurs reprises, effectivement. Comment on convainc à ce sujet? Il y a eu un travail de négociation. Effectivement, oui, mais bien sensibiliser les économies que l'on fait. Hein. Disons, c'est un peu le fonds de trésorerie qui fait qu'effectivement, la collectivité a déjà un peu de fonds de caisse pour trouver un partenaire et la Caisse de dépôt vient effectivement nous accompagner sur ces projets-là. C'est par rapport à la non-affectation des dépenses, j'imagine, la question? Oui, certainement. C'est vrai que les collectivités se heurtent à ce problème-là. Là-dessus, on a été, comme disait M. Maloisel, aidé par la Caisse des dépôts et ça a été fait dans les règles. Hein. Il n'y a pas eu d'affectation des dépenses en tant que telle, mais oui, c'est plus un volume équivalent. Voilà. Très bien. Si on reste sur la question aussi des subventions, etc., il y avait une question qui, je pense, concernait les deux présentations. Est-ce qu'il y a eu d'autres subventions, CEE ou autres voilà. Ah oui. Oui, notamment pour TEPCV, donc Territoire à énergie positive pour la croissance verte. Par exemple, les 4 Zoé électriques qu'on a achetés ont été subventionnés par TEPCV. C'est le cas aussi d'une partie de l'éclairage public, des changements de menuiserie et des chaudières performantes. Pas mal d'opérations ont été financées par TEPCV, par CE. Une question sur l'équivalent du label Citergie pour les entreprises. Alors, il va y avoir tout ce qui va être normes ISO. Hein, pour l'instant, c'est vrai que c'est surtout ce type de normes, l'ISO 9001, 50001, 14001, qui sont plus des approches qualité, mais 50001 notamment, elle est quand même vraiment sur l'énergie. Après, d'autres labels, il peut en exister, je ne les ai pas forcément en tête pour les entreprises. Alors, il y a un point important, puisqu'on est sur les entreprises et qui est assez atypique. Pour venir en Normandie, on a 40 agriculteurs qui se sont investis à 40 000 euros sur une usine de méthanisation. Et on a un chef d'entreprise qui a une entreprise d'aliments pour chiens et chats qui récupère l'énergie fatale
et renforce l'hygiénisateur du méthaniseur. Et donc ça, c'est assez exemplaire qu'on a un chef d'entreprise qui, lui, vient en complément sur une usine de méthanisation et on a la chance d'avoir une injection directe sur le réseau gaz de la collectivité. Donc là, c'est des partenariats et c'est très vertueux parce que ça se passe sur un secteur géographique contraint, très court. Et donc, cette dynamique-là, elle est importante parce que les entreprises aussi sont innovantes. Il faut le rappeler lorsqu'il y a des actions comme ça qui sont exemplaires et partenariales. On essaie d'inclure les entreprises le plus possible. Par exemple, dans notre stratégie de développement des aménagements cyclables, on a bien évidemment sollicité les entreprises puisque l'objectif du plan vélo du gouvernement, c'est de favoriser les déplacements du quotidien, donc domicile-travail. Donc on a essayé de questionner les entreprises pour voir quel était le potentiel de report de leurs salariés sur le vélo plutôt que les engins motorisés. Ouais, alors ce qui est très important de capter ici, c'est le gain qu'on va réussir à avoir, par exemple, sur le moins de 10% de véhicules, sur un temps de trajet assez court de 5 km, par exemple. Voilà, c'est tout ce qu'on va pouvoir gagner dans les 10% dans un certain nombre de domaines qui vont infléchir la courbe qui, elle, est celle qui nous fait encore plus de gaz à effet de serre et toutes ces choses-là. Donc, c'est toutes ces actions qu'on peut mettre en place localement qui inversent effectivement la courbe et qui améliorent notre emploi. Une dernière question, et puis après on clôturera car on atteint l'heure de fin, qui s'adressait notamment à Yannick Proux sur est-ce que, à sa connaissance, il y a d'autres universités qui se lancent dans le même type de démarche? Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres universités? Absolument. D'ailleurs, à l'époque, on n'était pas les tout premiers, parce qu'il y avait des collègues de Toulouse. Mais ceux qui sont les plus impliqués maintenant, c'est à Rennes et à Nanterre. C'est-à-dire qu'en fait, progressivement ensuite, j'allais dire, ce qui était expérimental lorsqu'on s'est lancé en 2016, il est devenu beaucoup plus développé dans d'autres sites universitaires. Et ensuite, la Caisse des dépôts, d'ailleurs, a souhaité lancer l'expérience auprès des collectivités. D'ailleurs, on avait participé à une journée d'information auprès des collectivités organisée par la Caisse des dépôts il y a quelques mois, peut-être même plus d'une année maintenant, de façon à montrer à la fois les conditions, j'allais dire, de réussite et puis ensuite ce qu'on pouvait attendre de très positif de la démarche. Mais nous ne sommes pas la seule université qui nous sommes lancés dans le programme tracking, sachant que maintenant, d'ailleurs, des universités et des grandes écoles se lancent sans forcément l'aide de la Caisse des dépôts, mais avec un système en interne tel que Karine Vélez l'a présenté tout à l'heure, parce qu'en réalité, la première difficulté, j'allais dire, c'est de constituer un fonds d'amorçage de façon à générer les premiers investissements. Et puis ensuite, évidemment, de s'auto-alimenter avec les économies générées. Le fonds d'amorçage peut parfaitement être généré en interne à l'université ou à peu importe l'organisme qui soutient qui met en place cette modalité de financement. Très bien. Je vous remercie. Je remercie tous les intervenants de ce webinaire et également les participants qui nous ont suivis jusqu'au bout. Juste avant de terminer, je vous invite à participer au salon virtuel le 28 novembre pour continuer d'échanger avec les exposants et puis à répondre à l'évaluation que vous aurez tout de suite à la fin du webinaire en mettant de 0 à 5 étoiles sur ce webinaire. Pour que nous puissions préparer la prochaine édition avec vos retours d'expérience. Voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.